Bonjour et bienvenue au webinaire de Livre Canada Books, l'exportation vers le Mexique. La présentation prendra environ 1 heure et nous aurons du temps à la fin pour vos questions. Vous pourrez les poser par la fonction de questions et réponses dans WebEx. De plus, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. Nous les garderons pour la période de questions à la fin. Je suis donc très heureuse de vous présenter aujourd'hui votre animatrice Piedad Sáenz, fondatrice de l'agence littéraire Lady Books. Piedad peut compter sur des années d'expérience dans l'édition en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, après avoir travaillé en édition jeunesse canadienne et pour le Fondo de Cultura Económica. Ce dernier est l'un des plus grands éditeurs du marché hispanophone. Piedad possède une vaste expérience en marketing, prospection de clientèle, négociation de contrats et droits, ainsi qu'une excellente compréhension des défis du numérique. Donc, bienvenue Piedad et merci d'être parmi nous au webinaire. J'invite maintenant Piedad à prendre la parole. Bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous accompagner aujourd'hui et animer cette présentation de l'exportation au Mexique. Christy a déjà fait la brève introduction sur un peu de l'expérience que j'ai eue. Et oui, c'est ça, ça fait déjà 10 ans que je travaille dans le milieu de l'édition et j'ai eu la chance de travailler pour Fondo de Cultura Económica et c'est la plus importante maison d'édition mexicaine et c'est une compagnie de l'État qui a aussi des compagnies de succursales partout en Amérique latine, en Espagne et même aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation pour vous donner un aperçu de ce qui se passe au milieu du livre au Mexique en ce moment, mais aussi j'ai eu l'occasion de participer à la foire du livre de Guadalajara les mois de décembre passés, où j'ai eu la chance de faire des entretiens avec différentes parties prenantes du milieu du livre, justement pour faire une mise à jour de ce qui s'est passé les dernières années. Je profite toujours la foire, cette occasion, pour faire ce type d'entretien parce que je remarque que ça change beaucoup d'une année à l'autre. Donc, je vais vous montrer aussi quelques chiffres de ces statistiques, mais vous pouvez à tout moment poser des questions. On va aller plus à approfondir sur des sujets qui sont pour vous intéressants. Donc, voilà. Et sentez-vous à l'aise de poser des questions. Je serai là pour vous répondre. Donc, je vais commencer je vais commencer à faire un petit portrait du marché hispanophone. Donc, la région est composée par 22 pays et les langues principales, c'est l'espagnol et aussi le portugais. Et les territoires, c'est à peu près 200 millions de kilomètres carrés. Et ça compte aussi 650 millions de personnes. Donc, au Brésil, c'est à peu près 200 millions et Mexique, 120 millions. Ça fait que le Mexique soit le pays hispanophone plus peuplé de tous. Et après ça, c'est Colombie et l'Espagne. Mais veuillez noter, excusez-moi. Voilà. Donc ici, c'est un peu la population par pays. Donc vous pouvez voir, c'est Mexique, les 21, presque 22% de toute la population. Et seulement, comme on vient de voir dans les chiffres, c'est les Brésil qui est à 38%. Donc, il faut dire aussi que la population de Mexique s'est concentrée dans la zone urbaine, ce qui fait aussi
cette concentration, mettons, à la ville de Mexique et les alentours de Mexique, c'est une population d'à peu près 45 millions de personnes. Ça veut dire que la seule ville de Mexique fait la population de Colombie ou l'Espagne. Donc, pour ce qui est les commerces internationaux, les exportations, et dans la région ou dans les pays hispanophones, l'Espagne c'est le plus large exportateur et avec un 54%. Après ça, on a le Mexique qui représente à peu près 15 millions excusez-moi, 15%, ça veut dire 155 millions de chiffre d'affaires. Et finalement, on trouve la Colombie avec 9%. Depuis l'Espagne, les exportations vers l'autre pays de l'Europe, c'est à peu près 108 millions en chiffre d'affaires et pour l'Amérique latine, presque 80 millions de dollars. Ici, les chiffres, excusez-moi, je ne vais pas mentionner, c'est des millions en dollars américains. Ce qui est les exportations de l'Amérique latine vers les États-Unis, c'est 109 000 millions. Et ici, Mexique, c'est les pays qui fait le plus après, et 33 millions de dollars. Donc, excusez-moi, je vais passer à l'autre diapositive. OK. En passant aux importations. Donc, l'Amérique latine importe la plupart de l'Europe. Après ça, c'est l'Amérique du Nord. En troisième place, on a la Chine. Dans tous les autres pays, au quatrième rang, avec une différence, comme vous pouvez regarder dans les chiffres, la Chine à la troisième place, c'est 136 millions. Et de la même région, c'est Mexique et les pays de Mercosur aussi. Ici, il faut mentionner que dû à la crise économique qu'on a vécue en Espagne, et le Mexique a pris aussi un rôle comme des distributeurs pour tout vers l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, si on veut dire. Donc, quand les Espagnols ont vécu ces crises, ils ont commencé à faire des exportations vers l'Amérique latine à travers le Mexique. Aussi, d'autres particularités du marché, c'est le Mexique, c'est l'un des 3 pays de l'Amérique latine avec l'Argentine et l'Équateur avec une loi sur les prix uniques. L'industrie de l'édition ne représente que 0,4% du PIB du pays. Et il y a des défis très importants qui doivent faire face à l'industrie de l'édition au Mexique, et c'est l'habitude de lecture, qu'on va regarder un peu plus après dans la présentation, et il y a aussi un manque de distributeurs spécialisés. Excusez-moi, je pense que... Parce que ça, c'est pas... OK. Voilà, il y avait des statistiques qui me manquaient. Voilà, c'est un peu plus aussi sur les pays en général. Mexique, c'est la 11e économie mondiale. Son produit interne brut représente 2 143 milliards de dollars. Et les revenus moyens par habitant, c'est à peu près 16 000 dollars américains.
Par rapport à la surface, c'est le troisième pays le plus grand du monde. Les taux aussi d'alphabétisation, c'est 92,8%. Ok, ça c'est le rôle qu'on venait de parler du Mexique comme distributeur dans la région. Voilà, par rapport aux exportations, dans la dernière chiffre de 2013 que j'ai eu accès, les manuels scolaires et les livres universitaires et techniques sont les sujets que le Mexique importe le plus. La provenance, c'est de l'Espagne, les États-Unis et Argentine principalement. Les autres thèmes aussi qui importent, c'est les thèmes religieux et statistiques, scientifiques et techniques, les livres jeunesse et littérature. Ici, je fais aussi une petite parenthèse, littérature jeunesse a de plus en plus d'importance, comme on va voir tantôt. Et il y a grand effort de gouvernement dans toute la région pour justement faire des programmes de promotion de lecture, pour développer les réseaux des bibliothèques publiques et les écoles. Et cette thématique-là font les 60% des importations. OK. Maintenant, sur les habitudes de lecture. Le Mexique est l'avant-dernière du classement de l'UNESCO. L'UNESCO a fait comme la liste des 108 pays par le niveau de lecture, dont malheureusement Mexique se trouve à l'avant-dernière place. Et ce qu'on a vu aussi dans les études, c'est 41% de la population détient pas son temps libre à regarder la télévision, tandis que seulement 12% lit. 40% de la population n'est jamais entrée dans une librairie. Et ça aussi, l'une des explications, c'est justement, comme je vous disais tantôt, parce qu'il y a encore cette concentration dans les grandes villes. Donc, tout ça, ça veut dire que les Mexicains lisent en moyenne 2,9 livres par année. Contrairement à ce qui se passe au Canada, on a en moyenne de 17, ou l'Espagne avec 10,3, ou même l'Allemagne 12%. Mais ici, il faut mentionner aussi que ce n'est pas différent à ce qui se passe dans les autres pays. La différence avec la Colombie, c'est 2,8 en Colombie de lecture. Donc, au niveau de la lecture, les pays hispanophones où c'est le plus, c'est le Chili, 5,6%, 5,6 livres par année, suivi par l'Argentine, 4,6. Et ça, comme vous voyez, il n'y a pas une différence énorme avec les autres. Les habitudes de lecture aussi, on peut remarquer qu'il y a une librairie pour chaque 200 000 habitants. En 2006, selon la Chambre nationale de l'industrie de l'édition mexicaine, le nombre de bibliothèques ont baissé de 42 045 à 40 000, mais d'autre part, les librairies entre 2010 et 2011 ont augmenté légèrement, ce n'est pas une hausse énorme, mais ils ont augmenté à 40 345. On va parler maintenant un peu sur les habitudes d'achat et de lecture par thématique. Donc, les livres éducatifs représentent 44% des ventes et nombre d'exemplaires et 46% en chiffre d'affaires. Les livres d'enseignement de l'anglais comme langue seconde ont pris une place très, très importante et parce que c'est justement le gouvernement qui achète ce type de livres pour les intégrer à son programme de développement. Donc, ça fait que 16% en nombre d'exemplaires
sont des livres pour l'apprentissage de l'anglais et ça veut dire 12,8% en chiffre d'affaires. La littérature pour adultes représente 5,5%. La littérature par enfants représente 5%. Pour enfants, excusez-moi, c'est 9,3%. Information générale et consultation, c'est 4,3%. Les livres de fiction, les livres religieux, 3,6% chacun. Et les livres de croissance personnelle, 2,6%. La situation de l'édition par rapport à la production. Donc, en 2013, le Mexique a connu une production de 340 millions d'exemplaires. Ici, c'est les secteurs publics et les secteurs privés confondus. De ces 340 000 exemplaires, le secteur privé a produit 700 millions d'exemplaires. De cette production-là, 30% étaient destinés aux programmes gouvernementaux. Donc, ici, vous voyez, les mêmes gouvernements, il y a une production très, très riche, mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent juste avec sa production, sa propre production. Ils vont aussi acheter la production des secteurs privés, et c'est là où il y a une opportunité intéressante quand on fait la vente des droits à l'international. Pourquoi? Parce que si l'un des titres qu'on offre c'est choisi dans un de ces programmes gouvernementaux, c'est sûr que les tirages minimaux, ça va être à peu près des 100 000 exemplaires par titre. Bien sûr, les prix, ça ne sera pas les prix des ventes au public, mais quand même, ça reste une opportunité très, très intéressante. Donc, il faut toujours regarder, à manière de conseil, de lire, voir les possibles acheteurs des droits à l'international, les possibles éditeurs qui vont être intéressés comme un partenaire d'affaires. Et parce que c'est à travers de cet éditeur-là qu'on peut participer de cet appel d'offres public du gouvernement. Donc, dans les programmes gouvernementaux, ce qu'il achète, c'est, comme je mentionné aussi, l'approvisionnement des bibliothèques publiques, et des livres qu'ils donnent gratuitement aux écoles et les programmes nationaux des anglais comme langue seconde. Ici, on va parler un peu de les canaux de distribution et vente au détail. Donc, ici, il y a une progression que je vais vous montrer tantôt dans un autre graphique, mais ici, on a depuis 2007 jusqu'à 2013. Donc, en premier lieu, c'est toujours la vente du gouvernement. Et en quantité, ça représentait 48 456, ça veut dire 32%. Et donc, c'est ça la production qui c'est vendue directement au gouvernement. Mais en deuxième place, on a comme canaux de distribution les librairies. Donc, ça continue à être les canaux les plus importants pour la vente des livres. Et la librairie représente à peu près 25% du total de la chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi les ventes aux écoles qui se font directement, c'est 17%. Les exportations, c'est 9%. Et les grandes surfaces et les autoservices, qui sont des marchés plus petits, c'est 5,5%. Il y a des points de vente propres, ça c'est une pratique très commune au Mexique, que les éditeurs ont aussi sa propre point de vente. Ça représente les 3,6%. Et il y a des ventes corporatives qui sont des compagnies privées
et ça représente 1,3%. Les foires et salons du livre, 0,7%. Et les ventes directes à crédit, c'est juste 0,1%. Ici aussi, ça vaut la peine de mentionner que les chiffres des salons du livre et foires, ça inclut pas la foire internationale du livre de Guadalajara, qui c'est la foire la plus importante du marché hispanophone. Et je sais qu'il y a un impact direct aussi sur la chiffre d'affaires des ventes des éditeurs. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça paraît comme un bon, pas vraiment comme un bon canal de vente, mais c'est pour ça, parce que ça n'inclut pas la foire de Guadalajara. Donc, si on veut regarder ici la même chiffre par année, vous pouvez remarquer qu'entre 2007 et 2009, il y a eu une baisse très importante, mais à partir de 2009, ça a commencé encore à monter jusqu'à 2011, puis 2013, ça descend un peu, mais pas significativement. Donc, pour ça, on peut dire que c'est quand même un marché très stable. Il n'y a pas de grands comportements comme à la baisse qui peut nous inquiéter. Et je vous ai mis ici aussi quelques noms sur les principales librairies au Mexique. Donc, encore une fois, Fondo de Cultura Économique, parce que Fondo, en fait, étant une compagnie de l'État, son rôle, c'est pas seulement des éditeurs, mais il fait aussi la distribution de livres. Ils font aussi la vente directe avec beaucoup de librairies dans les pays, dans les villes plus importantes, il y a toujours des librairies. Ils ont commencé même à développer des librairies et des centres culturels dans les succursales. Justement, quand j'ai travaillé pour Fondo de Cultura, on travaillait le développement de la plus grande librairie en Colombie et l'une des plus grandes en Amérique latine, c'est en fait une librairie de Fondo de Cultura. Et ça, c'est à Bogotá, la capitale de la Colombie. Et le modèle a très bien marché parce que ce n'est pas justement une librairie de 205 000 mètres carrés, mais tout un centre culturel autour de la librairie. Donc, toute une activité culturelle autour du livre. Et comme je vous mentionnais, ça marchait très bien. Ils ont commencé à développer ce type de projet dans d'autres pays comme l'Argentine et prochainement l'Équateur. Toutes les activités qu'ils offrent à travers les centres culturels sont gratuites aussi. Et ils vont aussi chercher comme la population jeune, les étudiants, les universités, donc ça fait partie aussi de ceci. Il y a une chaîne très intéressante de librairies indépendantes, c'est les librairies Gandhi. Il y a partout au Mexique. Après ça aussi El Sótano. On a Porrúa aussi comme une autre librairie intéressante. La librairie de l'UNAM, que c'est une université de l'État. Gonville et Sanborn. Sanborn, c'est une chaîne en fait, c'est un commerce particulier parce que dans les mêmes endroits, il y a des restaurants et il y a toujours une librairie bien séparée de restaurants. Et c'est une chaîne qui travaille très bien les livres trade, les livres de ces formats. Donc, c'est important pour ce marché. OK. Ici, on peut regarder un peu la distribution, comment la répartition de la production par thématique. Donc, 46%, c'est des livres pour les écoles. 20% sont les livres d'apprentissage de l'anglais comme langue seconde. Et après, littérature et les études littéraires, la littérature jeunesse, qu'on a mentionné, c'est aussi 100%, à peu près pareil avec les livres de littérature. Fiction, c'est 4%. Religieuse, c'est 3%. Les livres médicaux, médical,
Or, pour la santé, c'est 3%. Et l'autre partie, 13% dans différentes autres thématiques. Si on élève la production des livres destinés à l'éducation, on voit ici les tirages et prix moyens. Donc, fiction, c'est normal d'avoir un tirage de 3500 exemplaires à peu près et les prix de vente moyens, c'est 14 $. Les livres pour enfants, pour les ados et les livres éducatifs, les tirages peuvent augmenter jusqu'à 5 000 si les prix moyens, c'est 8%. Et troisième, c'est la littérature, c'est toute littérature et toute littéraire, ça fait à peu près 1100, 1800 et les prix moyens, c'est 12 $. Encore ici, je fais une parenthèse pour les livres jeunesse, parce que d'après mon expérience, ma propre expérience dans le milieu, les tirages, ici c'est une moyenne, mais ça peut augmenter aussi quand on fait, ça dépend de la maison d'édition, mais mettons chez Fondo, c'est plus haut aussi, et les prix, ça peut varier aussi. Et l'autre chose qu'il faut voir ici, c'est des fois quand on fait la vente à l'international, ils vont demander d'échanger un peu les formats pour arriver à un prix compétitif. Donc, il faut rester ouvert un peu à ce type de changement. Les changements, c'est la plupart, c'est juste, ils vont pas faire tous les livres des couvertures dures, mais plutôt souples. Donc, des fois, il faut être juste ouvert à ce type de petits changements. Alors, ici, une industrie en croissance, comme on avait vu tantôt, depuis 2009, il y a une augmentation continue de la production de l'industrie de l'édition. Ici, c'est marqué par couleur dans les barreaux, c'est la production du secteur privé versus la production de l'État. Donc, on voit qu'il y a une croissance, c'est pas non plus une croissance extraordinaire d'une année à l'autre, mais c'est quand même continu. Ici, quelle autre chose intéressante à dire? C'est juste voir la petite variation entre 2012 et 2013. C'est dû à la production des livres-échanges. Peut-être c'est plus précis de dire des secteurs privés. Donc, c'est la production du secteur privé qui a augmenté la production en nombre d'exemplaires. En 2013, ils ont publié au total 30 597 titres. Ça représente 27,7 plus qu'en 2012. 71% de cette production-là, c'était des réimpressions et 29% c'était des nouveautés. Donc, la totalité d'exemplaires publiés, c'est, comme on avait vu dans la graphique antérieure, c'est 145 000 millions d'exemplaires. Et ça représente juste 2% par rapport à 2012. Ici, on voit aussi que les réimpressions et rééditions, on a augmenté en 9,4%, mais les nouveaux titres ont réduit un peu à peu près 10%. Donc, l'augmentation de 12%, c'est essentiellement dans la production régulière ou, si on veut dire, la production du secteur privé. Il y a eu aussi une diminution de la production de gouvernement, pas très important non plus, mais c'est des 9%. Ça s'explique aussi par des
par des situations spécifiques, comme quand il y a des élections de nouveaux présidents, qu'ils ont arrêté la production un peu, puis comment ça c'est pas ici, on peut regarder, c'est un peu la même situation, donc ça peut expliquer un peu la diminution dans les achats du gouvernement et la production des livres. Donc, le nombre total d'exemplaires par secteur, on a divisé ça entre secteur public, les secteurs privés qui étaient acquis par les gouvernements et finalement la production publique acquise par la population en général ou les livres-échanges. Donc, on regarde la chiffre surtout pour 2013. Les secteurs publics a produit 195 millions d'exemplaires. Après ça, c'est le secteur privé qui produit pour les gouvernements 43. Et finalement, la production du secteur privé à 102 millions d'exemplaires. Ici, si on compare un peu les exemplaires vendus des ventes locales versus les importations. Donc, entre 2009 et 2012, il y a eu une tendance à la croissance dans le nombre d'exemplaires vendus, essentiellement en raison de la vente de production locale. Cependant, en 2013, il y a eu une baisse d'environ 3 millions d'exemplaires, qui c'est à la fois des ventes locales et des importations. Et les importations représentent présentement 8% de la production totale. Ici, aussi, on peut comparer la tendance de les ventes en chiffre d'affaires de la vente. Ici, tantôt on regardait sur le nombre d'exemplaires, ici on regarde plutôt les chiffres d'affaires des ventes locales versus les importations. Donc, la chiffre d'affaires en 2013, c'était de 1 088 980 millions. Ça, c'est un 4,6 de plus qu'en 2012. Et la production locale ou nationale est passée de 865 300 millions en 2012 à 931 600 en 2013. L'importation de livres a diminué de 4%. Ici, je vais vous montrer maintenant les titres qui se vendent le plus en ce moment au Mexique. Il faut dire qu'il n'y a pas comme une information consolidée. J'avais regardé beaucoup des listes des principales librairies, des journaux aussi. Donc, on trouve 7 titres. Vous pouvez reconnaître peut-être quelques-uns. C'est le Capital de Thomas Piketty qui est en première place. Il y a aussi la trilogie des 50 Shades of Grey. Il y a aussi Paulo Coelho, qui est toujours très populaire, et son dernier titre adultère. Il y a aussi la biographie de Malala. Et après ça, il y a des titres comme qu'on connaît bien aussi par l'adaptation au cinéma, comme Hobbit. Et il y a aussi Murakami, qui est très reconnu. Et l'autre bien connu ici, partout dans le monde, on le sait, est les livres de Game of Thrones. Et l'autre très populaire aussi, Maze Runner, c'est aussi une série très populaire en ce moment. J'avais remarqué pas seulement le premier et le deuxième titre, c'est vraiment tous les titres qui apparaissent dans les listes. Après ça, Castle in the Air aussi. Et j'ai trouvé un livre aussi dans la liste de 2013, Alice Munro, la Canadienne, qui a gagné les prix Nobel. Donc ça aide toujours. Excusez-moi, j'ai une petite inconvénient, je ne peux pas passer à mon...
OK, ici. Voilà, la suivante. La suivante, c'est aussi les meilleures ventes des livres jeunesse qui sont des traductions aussi. Donc, on a Desire of a Wimpy Kid, que c'est appelé les diarios des Grecs. On a aussi très populaire en ce moment John Green, avec premièrement avec les titres, il a été aussi adapté au cinéma, The Fall in Our Stars. Et les suivantes, c'est aussi, ça s'est appelé en espagnol El último héroe del Olimpo. Et il y a aussi l'autre livre qui vient de l'adaptation télé, les Hunger Games. Et pour les plus petits, on trouve des titres de Dr. Seuss, I Really Want to Eat a Child, et c'est très populaire aussi sa version originale en anglais. On a bien sûr des livres comme des Disney, on trouve ici Cars. Et il y a un autre auteur que ça ne m'étonne pas, c'est vraiment très populaire partout en Amérique latine, c'est Anthony Brown. Ça, c'est le dernier titre qui en anglais c'est appelé What If. Et j'ai trouvé aussi Caillou. Et je pense aussi, il faut mentionner qu'il y a d'autres livres qui se trouvent sur le marché hispanophone comme Benjamin, la tortue aussi, et Frisson, les corail aussi a été vendu pour ces marchés-là. Et à part ça, canadienne, à part Caillou, l'autre, j'avais vu une autre, je ne me souviens pas en ce moment, mais ça se passe bien aussi pour les livres jeunesse. Bon, les éditeurs les plus reconnus au Mexique, donc on trouve toujours à la première place les fonds de culture économique, mais ici, c'est pas vraiment un classement à façon de ranking, c'est pas un ranking, c'est surtout les noms. Donc, il y a des groupes comme un groupe Planeta, et que c'est un groupe énorme, c'est les plus importantes de la langue espagnole, et au niveau mondial, c'est aussi comme à la 6e place partout, parmi tous les groupes comme ça, les groupes géants. Et Planeta a aussi des empreintes, ça dépend aussi de la thématique, mais c'est conformé pas plusieurs. Donc, il faut juste aller chercher la personne de chaque empreinte pour identifier des possibilités. Il y a aussi Sexto Piso, il y a Ediciones B. Océano, c'est un groupe aussi magnifique et très divers. Il y a des fictions, il y a littérature, très forte aussi en littérature jeunesse. L'autre groupe, c'est Santillana. Santillana aussi, il y a plusieurs marques commerciales comme empreinte, si on veut dire. Et juste mentionner qu'une partie, l'année passée, justement, à cette époque, une partie très importante de Santillana, et qui c'est comme sa marque la plus forte, Alfaguara. Tout ce qui est justement des livres trade et littérature jeunesse a été vendu à Random House. Donc, ils sont quand même gardés la marque, toute la littérature pour adultes, mais c'est en ce moment, justement, pour les approcher, il faut bien regarder si c'est des livres jeunesse, ça va être comme la même compagnie, et Random House. Mais les adultes, c'est bien séparé. Et il y a aussi Pagina 6, c'est un éditeur indépendant. Donc, laissez-moi voir, on continue ici. Il y a aussi des éditeurs jeunesse, à part les groupes qu'on vient de voir, qui ont toujours de littérature jeunesse, comme Fondo, comme Océano, Planeta et Santillana. Il y a des éditeurs indépendants très, très importants.
Tetra Ediciones a été gagnant l'année passée du prix à Bologne comme Best Publisher of the Year pour l'Amérique du Sud. Il y a Sidcli aussi, Ediciones El Naranjo, Nostra Ediciones, Tecolote et Almadía. Donc, pas seulement au niveau de littérature jeunesse, mais de la littérature pour adultes, des thématiques plus spécifiques comme théâtre, comme poésie. Je vous dirais que ça c'est mieux d'aller chercher les éditeurs indépendants sont plus ouvertes à ce type de thématiques, l'essai aussi, biographie. Donc, pour ce type de thématique, c'est aussi bien d'approcher les éditeurs indépendants. Et bon, j'ai fait ici une petite liste de les prix littéraires les plus reconnus de la langue espagnole. J'ai juste pour mentionner les prix Nobel, que c'est pas juste pour la langue espagnole, mais il y a un Mexicain qui a gagné les prix, c'est Octavio Paz. Et il y a d'autres dans la région aussi, comme García Márquez, que vous les connaissez aussi peut-être, très bien. Et il y a Mario Vargas Llosa du Pérou. Il y a aussi Gabriela Mistral du Chili. Et bon, à part ça, il y a des prix importants qu'on peut toujours se guider un peu pour les gagnants des prix. C'est les prix Cervantes de littérature, les prix Astur, Asturias, si on dit en espagnol, et Planeta et Alfaguara sont les plus importants. Il a aussi sa propre prix. Les deux sont très, très reconnus. Et sans dire aussi que entre Planeta et Alfaguara, ils sont les auteurs les plus reconnus, pas seulement du Mexique, et aussi il faut inclure Fondo de Cultura. Entre les trois, on les auteurs les plus reconnus de langue espagnole. Donc, pour vous parler juste des Mexicains, et il y a Carlos Fuentes, qui c'est très, très importante. Il y a aussi Elena Poniatowska, qui a gagné les prix Cervantes aussi. Ça c'est quelques noms que j'ai. Et finalement, comme des petites recommandations à retenir. Et pour la vente des droits, c'est semblable à toute autre région. Il y a la diversité des genres. Il y a aussi, comme les grands groupes, qui font une production plus, si on veut dire, commerciale. Mais si on veut vraiment aller chercher une niche, il faut regarder aussi un peu les indépendants. Et il y a différents livres pour différents âges aussi. Et en ce moment, encore, comme ça se passe un peu partout, la littérature jeunesse a une importance énorme. Et aussi, ce qu'en anglais on appelle les journals, parce que, comme vous voyez, dans la liste des titres les plus vendus, il y a John Green. Il est supposé être un écrivain pour les jeunes, mais c'est très bien reçu aussi pour les adultes. Et il y a tout type d'éditeurs aussi. Il y a une croissance très importante pour les éditeurs indépendants. Il faut garder les yeux ouverts. Aussi, on peut, comme je vous disais, voir les éditeurs comme des partenaires potentiels et qui vont nous aider pour justement avoir un accès au plan des gouvernements. Quelle autre chose je voulais vous dire? Eh bien, ici, je vous montre un peu d'où j'ai sorti l'information. J'ai beaucoup travaillé avec la Chambre nationale de l'industrie de l'édition mexicaine. Il y a aussi un organisme régional qui est le Centre régional de promotion du livre en Amérique latine et les Caraïbes. Et il y a la Fondation SM qui font un répertoire de littérature jeunesse. J'avais fait des entretiens avec des fonctionnaires des fonds de culture économique
et même aussi des organisateurs et de la Foire internationale du livre. Et avec cette entrevue, c'était comme plus pour être en mesure de répondre à vos questions plus précises. Donc, Christy, de ma part, c'est tout que j'ai comme présentation. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. Puis, Merci. Oui, merci beaucoup.